Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. L'affaire du siècle, donc, au programme de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités. Célia Gauthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable climat-énergie à la Fondation Nicolas Hulot. Cécilia Rinaudot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice générale de Notre Affaire à tous. Vous faites donc partie des 4 ONG qui ont porté l'affaire du siècle. Notre Affaire à tous, c'est même créé pour ça, c'est ça ? Oui, c'est ça. Notre Affaire à tous s'est créée en 2015 suite aux accords de Paris et à la première victoire d'Urgenda, qui est un peu la grande sœur de l'affaire du siècle. Donc c'est cette action, ce recours climat aux Pays-Bas pour faire condamner l'État néerlandais pour agir davantage face à la crise climatique. Et Notre Affaire à tous s'est créée dans cette idée, au début justement, de faire cette même action en justice contre l'État français et plus largement en fait pour faire émerger des responsabilités face aux pollueurs majeurs, face aux plus responsables de la crise climatique, pour les pousser à agir, puisque on utilise le droit justement pour créer ces nouvelles responsabilités à travers l'affaire du siècle, mais également à travers d'autres actions en justice contre des multinationales ou contre d'autres acteurs. Pourquoi la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme s'y est engagée ? Est-ce que vous avez, j'imagine, pas hésité longtemps ? Pourquoi vous y êtes allé ? Parce que ça fait 30 ans qu'on explique qu'il y a un problème, que les scientifiques nous alertent, qu'on propose des solutions, qu'on connaît aujourd'hui très bien, qu'on alerte sur les inégalités sociales qui résultent de la crise climatique. Et malgré tout, ça ne bouge pas. Donc on a eu des gouvernements successifs en France qui ont pris des engagements sur le climat et qui ne les respectent pas. Donc on se fixe de grands objectifs, on fait de belles promesses, et derrière, l'État n'est pas au rendez-vous. Et en fait, in fine, ceux qui payent, ceux qui vont souffrir, ce sont les Françaises et les Français. Donc on a décidé de faire cette action en justice. Il y a aussi Greenpeace France et Oxfam qui voilà, portaient avec vous cette action juridique. Comment vous avez travaillé ? Je vous propose de démarrer. Alors au début, c'était un peu chaotique puisqu'on n'avait pas l'habitude de travailler à 4 comme ça et qu'on a monté ce recours très très vite. En fait, en 3 mois, c'était lancé et ça faisait le grand bruit que ça a fait avec la pétition qui a réuni 2,3 millions de signataires. Et donc on a appris à travailler ensemble sur le tas en créant un comité de pilotage, en créant un comité de juristes qui ont rédigé ce recours. Chacun a pris son propre avocat, son propre conseil juridique, et les avocats eux-mêmes ont appris à travailler ensemble, alors que les avocats ne sont pas toujours habitués à parler à d'autres avocats dans un même groupe. Ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu des rôles respectifs, des domaines d'action que vous êtes en quelque sorte dispatchés ? Alors on a vraiment appris à travailler ensemble, comme le disait Célia, donc à réfléchir ensemble et après à se répartir les rôles. Après, avec des intérêts aussi différents, par exemple la question du préjudice écologique est un sujet qu'on a beaucoup poussé à Notre Affaire à tous, ou après les autres organisations ont fini par suivre cette idée-là. C'était quelque chose qui nous tenait, nous, beaucoup à cœur, et c'était quelque chose qui était très novateur dans le droit administratif, puisque ça n'avait jamais été reconnu dans le droit administratif. Le préjudice écologique avait été uniquement invoqué dans le droit privé, avait été consacré avec l'affaire d'Erika. Et nous, c'était important d'apporter cette notion-là pour essayer aussi de faire évoluer le droit, de créer une jurisprudence qui permettrait après d'avoir un droit qui soit plus protecteur de l'environnement face à l'urgence climatique. Célia Gauthier, ce concept de justice climatique, il n'existait pas du tout. C'est vraiment une notion nouvelle depuis l'arrêt néerlandais. Ça n'existait pas ? Quand on parlait de justice climatique, on parlait de justice entre les peuples, c'est-à-dire que les responsables de la crise climatique sont ceux qui ont émis depuis très longtemps, donc les pays riches en fait, tandis que les pays pauvres subissent majoritairement les impacts du changement climatique. Donc c'était comme ça qu'on l'entendait jusqu'à la COP21, et progressivement il y a eu ces nouveaux recours juridiques qui ont été créés partout dans le monde, y compris l'affaire Urgenda dont parlait Cécilia, et depuis ça a une acception plus large de passer devant les tribunaux. Pourquoi cette décision du tribunal administratif de Paris, c'était le 14 octobre dernier, pourquoi pour vous elle est historique, pourquoi elle va au-delà du symbole ? Elle va avoir des conséquences très concrètes dans la vie. C'est-à-dire que soit l'État français met en œuvre des actions pour réduire les émissions plus rapidement, soit il paye. On n'a pas encore... Il n'y a pas d'astreinte encore. Alors, pour l'instant, le juge n'a pas décidé d'astreinte, mais c'est tout à fait normal. C'est très rare qu'il y ait une astreinte qui soit décidée de manière préventive. Si, à la fin de 2022, qui est la deadline fixée par le juge, l'État n'a pas agi, le juge nous invite à refaire une demande d'astreinte et, croyez-moi, on la fera. Et on l'obtiendra.
On est assez confiant là-dessus. Après, le but, c'est pas d'en arriver là. C'est vraiment que l'État prenne les mesures nécessaires pour faire face à la crise climatique et respecter ses promesses. Est-ce que c'est une action, Cécilia Rinaudot, qui vise aussi ou d'abord le bilan d'Emmanuel Macron ? Alors, dans cette action, c'est vrai ça ne visait pas uniquement Emmanuel Macron, c'était vraiment toute l'action successive des gouvernements qui n'agissent pas face à la crise climatique. Après, on a notamment attaqué le dépassement des budgets carbone entre 2015 et 2018. Donc là, on est à cheval sur deux quinquennats. Voilà. Donc c'est vrai que le bilan d'Emmanuel Macron est évidemment visé par cette action en justice. Et on attend aussi qu'il puisse agir dans la période qui lui reste, même si cette décision, elle s'appliquera principalement, notamment, au prochain gouvernement qui sera élu. Ouais. Pour respecter ses engagements climatiques, j'ai trouvé ça sur le site de l'affaire du siècle, l'État devrait par exemple atteindre les 700 000 rénovations performantes par an, augmenter de 20 à 25% le trafic ferroviaire par rapport à 2018, multiplier par 4 la surface cultivée en agriculture biologique. Est-ce que c'est un changement radical pour vous ? Alors, par rapport à ce qui est fait, vous voyez, jusqu'à présent. Si je prends, on va essayer d'être concret, pardon, de reprendre la question, mais 700 000 rénovations performantes par an, on en est à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on fait 400 000 rénovations non performantes sur le premier semestre 2021. On n'a pas encore les chiffres pour la deuxième partie de 2021, mais c'était une accélération sans précédent 2021 avec MaPrimeRénov'. Et ça reste sur des petites rénovations qui sont essentiellement des changements de chaudière. Pourquoi vous dites non performantes ? C'est-à-dire qu'on change juste la chaudière, on n'isole pas la maison, la toiture, le sol. Donc malgré tout, on n'a pas les économies d'énergie qu'on attendrait pour vraiment lutter contre le changement climatique. On estime qu'il y a environ 30 000, peut-être 40 000 rénovations performantes, efficaces en France qui ont été menées. Donc vous voyez, on est depuis le début de l'année ou par an ? Depuis le début de l'année. Bon, on pourrait péniblement atteindre les 60 ou 70 000, donc on est loin du compte, quoi. Exactement, on fait peut-être 10 fois moins. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer sur la rénovation, mais c'est aussi d'atteindre tous les autres marqueurs que, en fait, la loi française prévoit. Donc vous avez cité le ferroviaire, par exemple. Dans France Relance et dans France 2030, qui sont les deux plans de la Macronie pour faire face à la crise et préparer la France de demain, le ferroviaire est absent. C'est quand même très étonnant. On a quelques petites aides qui sont apportées et d'investissements qui sont apportés au ferroviaire, mais le gouvernement considère que le train n'est pas une innovation pour demain. Oui, mais alors il y a eu quand même la mesure, pardon de vous interrompre, mais il y a eu la mesure qui finalement interdit de prendre un avion quand on peut faire le même trajet en train à moins de 2h30. Je peux vous dire, quand on parle avec les professionnels du secteur aérien, elle a été dure à digérer cette mesure. Donc on ne peut pas dire que ce gouvernement n'a rien fait pour le train. Là, vous êtes en train de parler d'une interdiction de prendre un vol alors qu'il y a une alternative en train. Oui. Et là, je vous parle d'investir dans le transport ferroviaire. Mais c'est un vrai plus pour le ferroviaire, si on veut que les gens prennent le train, il faut pouvoir investir dans les rames, mais aussi sur les lignes qui, vous le savez, les petites lignes ont tendance à être abandonnées pour que les trains notamment soient à l'heure. Et puis pour compléter aussi sur ce point-là, cette mesure des 2h30, en fait, elle concerne très peu de vols. La proposition de la Convention citoyenne... quand on discute avec le patron de l'aéroport de Bordeaux, il n'est pas d'accord. Hein. Oui, parce que du coup, l'aéroport de Bordeaux... Non, mais il faut aussi avoir tous les éléments en tête. Mais des alternatives, en fait, la proposition de la Convention citoyenne pour le climat était plus ambitieuse que ça. Ça a été réduit pour concerner qu'une minorité de vols. Donc on voit qu'en fait, le chemin est encore long à parcourir. Et à travers des mesures, on voit que ces mesures, elles ont été faites, mais avec un impact moindre que celui qui serait vraiment important pour lutter contre la... Mais c'est pour ça que ce débat, il est passionnant, parce que, évidemment, la pression juridique que vous mettez sur l'État, il y a un effet domino qui est évident sur d'autres secteurs. Donc la question, c'est l'accompagnement des autres secteurs. Ça, c'est majeur, évidemment. Absolument. Et d'ailleurs, ce qu'on regarde vraiment, c'est la période entre aujourd'hui et 2030. C'est celle que regarde le GIEC. Le GIEC nous dit, si on veut vraiment lutter contre le changement climatique et éviter un emballement catastrophique du climat, c'est maintenant que ça se joue. Donc notre recours, il porte sur cette période-là. Ce qu'on veut, c'est une accélération des mesures et de l'accompagnement pour que tout le monde ait une solution. Mais par contre, c'est pas parce qu'il y a des obstacles et des problèmes qu'on doit s'arrêter. Et en fait, justement, le gouvernement s'est arrêté au milieu du gué. Donc on a un enjeu majeur à ce que le prochain gouvernement mette en œuvre cette décision de justice. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'ensemble des candidats et des candidates à l'élection présidentielle à nous démontrer vraiment avec des chiffres comment ils vont respecter les lois climatiques de la France. Alors justement, il y a eu combien de signataires de l'affaire du siècle ? 2,3 millions. Oui, c'est ça, 2 300 000. J'avais ce chiffre-là, il est toujours bon. Alors c'est énorme, hein, c'est un vrai soutien majeur.
Mais en avril prochain, il y a ce qu'on appelle une élection présidentielle. C'est le moment clé de l'histoire de la Ve République en France. C'est voilà, la mère de toutes les élections qui aura désigné le nouveau ou la nouvelle présidente. Ça va forcément rebattre les cartes. Ça pose la question du primat du politique sur le juridique. Certes, il y a eu cette décision du tribunal administratif, mais imaginons que les Français choisissent un président ou une présidente qui est climato-sceptique. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, imaginons que ce soit le cas, eh bien, ce président ou cette présidente infligerait une double peine en fait aux citoyens français. Oui. D'une part, les peines liées aux impacts du changement climatique, parce que nous les subissons et elles ont un coût pour la société française. Et d'autre part, une peine financière, parce que nous irons jusqu'à l'astreinte financière. Nous sommes dans un état de droit, et jusqu'à présent, et respecter les lois de la République, eh ben, en tout cas, c'est le pari que nous, on a voulu faire. On fait confiance dans les institutions de la démocratie. Et d'ailleurs, les 2,3 millions de personnes qui ont signé cette pétition aussi. Est-ce que ça veut dire un enjeu majeur pour faire du climat un sujet central du débat des questions présidentielles, de la campagne et présidentielle, justement pour que les Français puissent aussi faire valoir leurs demandes, puisque les Français sont vraiment inquiets par rapport au réchauffement climatique, attendent des actes, et il faut aussi que ça puisse se traduire par des résultats concrets au moment des élections. Oui, alors c'est intéressant si on prend un cas concret qui est le cas des éoliennes, par exemple. On voit qu'il y a, alors on est en pleine actualité de la campagne présidentielle, puisqu'il y a un certain nombre de candidats qui disent tout simplement soit on arrête, soit Marine Le Pen, on va les démonter. Alors, parlons du coût du démontage, je pense il faudra là aussi chiffrer, mais bon, là on est dans un enjeu majeur. Comment vous allez peser sur cette campagne électorale ? Est-ce que vous allez appeler à voter pour tel ou tel candidat ? Ça va être quoi votre ligne directrice en fait ? Alors d'abord, revenons sur ces propos de Marine Le Pen et d'un certain nombre de candidats d'extrême droite. Ce sont des propos climato-sceptiques, c'est-à-dire que, ou climaticides, on pourrait dire. On ne peut pas lutter contre le changement climatique sans l'énergie éolienne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur votre question, nous allons évaluer ce que les candidates et les candidats nous disent sur comment ils vont respecter la décision de justice et les lois climat, publier nos évaluations. Et ensuite, nous comptons bien mobiliser les millions de signataires de la pétition de l'affaire du siècle pour qu'avec nous, ils fassent pression sur les candidates et les candidats pour qu'on puisse parler de climat dans cette campagne. Parce que l'environnement est le sujet qui préoccupe majoritairement les Français. Oui, mais il faut convaincre les Français. Parce que sur la question des éoliennes, moi j'ai fait plusieurs débats ici. Tiens, on va prendre l'exemple de l'éolien en mer. Fin 2020, c'est les Échos qui donnaient ces chiffres. On est très loin dans le classement européen. Le Royaume-Uni, c'est 2300, l'Allemagne 1500, le Danemark un peu plus de 500, les Pays-Bas 537, puis on va passer d'autres pays, la Belgique, la Suède, la Finlande, et la France, on était à l'époque à une qui était en test. Mais donc très bien, on se dit développons l'éolien en mer, sauf que quand il y a des gros projets, il y a des freins, et souvent les riverains, les pêcheurs n'en veulent pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui portent ces projets ne sont pas assez convaincants ? Ça veut dire qu'on a pris la question de l'éolien en mer à l'envers ? Comment vous l'expliquez ça ? Alors, il est très important de développer les projets dans la concertation. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Mais attention, il y a eu parfois 6 mois de concertation avec Chantal Joanneau qui était chargée de mener ces concertations. Et puis au bout du compte, malgré 6 mois de concertation, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est une minorité de gens, une minorité visible, qui n'en veut pas. Quand on prend les sondages qui sont territorialisés en fonction des régions sur l'éolien, on a 83% des riverains qui aiment les éoliennes et qui en veulent. Donc en fait, on entend les gens... Moi, je le trouve optimiste, mais bon, parce que c'est un sondage. Oui, mais c'est le principe général. On en veut peut-être dans notre région, mais pas au bout du jardin. Auprès des riverains, qui a été mené par le ministère de la Transition écologique. Il y a un sondage semblable mené par l'ADEME. Donc en réalité, les gens sont plutôt favorables à l'éolien. Quand ça se passe mal, eh bien, il faut revoir le projet, il faut discuter, il faut prendre le temps de discuter. Il y a aussi une manière d'impliquer les citoyens dans l'investissement financier dans ces projets pour qu'ils deviennent coactionnaires, si vous voulez. Et c'est vrai que quand vous possédez un bout de l'éolienne, même si elle est au bout de votre jardin, vous la voyez peut-être différemment que si elle vous a été quelque part imposée. Et donc il y a des pratiques qui sont menées dans d'autres pays européens qui fonctionnent bien et qu'on a du mal à mettre en place en France. Il faut qu'elles se développent. Quand on voit le succès britannique, je reste avec vous, Célia Gauthier, il s'explique comment en matière d'éolien en mer ? Comment ils ont fait ? Les Anglais, alors bon, déjà, ils ont un gisement qui est très important puisque c'est une île.
Oui, mais on n'est pas mauvais non plus en termes d'accès à la mer. De vent et de vent en mer, c'est vrai. Mais comme c'est une île, ils n'ont pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il a fallu faire des choix. Ils se sont dit, nous, notre choix, ça va être l'éolien offshore parce que ça permet de faire quelques parcs très concentrés, très, très puissants, qui produisent beaucoup. Et ils l'ont fait comme ça. Ils ont une pratique qui est sans doute un peu différente dans le sens où le gouvernement propose un marché et ensuite il y a des concurrents qui proposent des offres. Nous, c'est peut-être des plus gros qui se prononcent avec des acteurs qui sont en partie étatiques. Ça biaise peut-être les choses, mais néanmoins, c'est vraiment une histoire de perception, je pense, et l'idée que, en fait, on a le charbon. Quand on est en Angleterre, on a le charbon, on doit en sortir. Eh bien, quel est le moindre mal? L'éolien en mer, c'est pas mal, ça produit beaucoup et ça va devenir de moins en moins coûteux. Je voudrais qu'on fasse un focus sur le plan France 2030. Il y a eu un certain nombre de mesures annoncées par le président de la République la semaine dernière. Comment vous les évaluez, Cécilia Rinaudot? Est-ce que vous dites fausse bonne solution, comme certains? Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que ce que propose Emmanuel Macron à travers ce plan-là, c'est à nouveau un investissement technologique, alors qu'on devrait aller vers davantage de sobriété. Le plan présente un investissement dans le nucléaire, une agriculture industrialisée. On voit le contraire de ce qu'on demande et des propositions qui sont aujourd'hui nécessaires. La rénovation énergétique des bâtiments, par exemple, il y a très peu de moyens qui sont mis dedans. Le développement des énergies renouvelables, pareil, on est sur des investissements qui sont très faibles par rapport à nos besoins. Donc on voit qu'on a encore mis les moyens au mauvais endroit par rapport à ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il faut... C'est aussi une façon de dire, ne laissons pas la France à la traîne en matière d'innovation technologique. Il y a des enjeux sur l'hydrogène, il y a des enjeux, moi je pense, sur le nucléaire, même si on ne sera peut-être pas d'accord. Et donc, si on est les derniers de la bande européenne, on va pleurer dans 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, je ne dis pas qu'il faut, pas de sobriété, moi je défends ça dans cette émission tous les jours, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi miser sur l'innovation? Et c'est ça ce que proposait le président de la République. Le problème, c'est que là, tout ne va que vers l'innovation. Et l'hydrogène, pour l'instant, n'a pas encore fait ses preuves. On mise sur l'avenir, donc il faut dépenser de l'argent pour qu'il fasse ses preuves. Mais il faut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre à court terme. Et c'est d'ailleurs ce que dit la décision du juge aujourd'hui, c'est que l'État a jusqu'à la fin 2022 pour mettre en place et rendre effectives des mesures qui permettent de réduire un certain nombre de millions de tonnes d'ici la fin de l'année. Donc ça veut dire que ces mesures, elles devront être effectives, avoir produit leurs preuves, et le gouvernement devra en faire la preuve après devant le tribunal. Donc ça veut dire aussi être capable de mettre en place des mesures à court terme. Et c'est aussi toute la problématique, c'est qu'il faut aussi prévoir ce plan de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour tenir les objectifs 2030 par rapport notamment au nouvel objectif européen, où la France n'est pas encore alignée à ce nouvel objectif-là. Et il faut investir, il faut prévoir ça, anticiper ça, pour éviter après de devoir prendre des mesures dans l'urgence qui ne seront pas du tout adaptées. Et là, on mise sur l'avenir, on mise sur le développement d'un certain nombre de nouvelles technologies qui n'ont pas encore fait leur preuve, alors qu'on connaît par ailleurs les mesures qui peuvent être mises en place rapidement, comme on le disait tout à l'heure, sur l'agriculture, sur le ferroviaire, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et on connaît ces mesures-là. Et pourtant, ces mesures-là, elles sont absentes du plan présenté par Emmanuel Macron, alors qu'on les connaît et qu'elles peuvent être mises en place. Célia Gauthier, sur le nucléaire, alors pourquoi vous dites que c'est possible de se passer du nucléaire et de tenir le défi de l'électrification massive de notre société dans les années à venir? C'est pas moi qui le dis, ni la Fondation Nicolas Hulot, c'est plusieurs organismes, dont Réseau Transport d'électricité, qui est l'entreprise qui gère le réseau de tension en France, et qui va publier la semaine prochaine 6 scénarios, dont 3 sont des scénarios de neutralité carbone pour l'électricité. Sans nucléaire en 2050. C'est possible. Ça rentre dans le champ des possibles. On peut aussi faire du nucléaire, mais alors la question c'est à quel coût? Parce que le nucléaire, ça coûte cher. Vous le savez, le PR de Flamanville est passé d'une facture de 3 milliards initialement à plus de 12, et il faut rajouter à ça des frais financiers, donc on arrive presque à 20 milliards. Si on fait la lutte contre le changement climatique à coût de PR à 20 milliards, on n'y arrivera pas. Et les mini-centrales proposées par le président de la République? Et vous savez comme moi que ces mini-centrales ont été annoncées comme des technologies à l'export. Elles n'existent pas, pour l'instant elles n'existent que sur le papier. Et elles existeront peut-être un jour à partir de 2035. Elles existent en Russie sur des barges.
Non, elles n'existent pas. Elles existent sous la forme de prototypes et c'est pas une technologie même pas sous forme de prototype d'ailleurs, de démonstrateur. Et c'est une technologie que la France ne maîtrise pas. Elle va lancer un démonstrateur, un mini laboratoire, mais la crise climatique, elle nous frappe aujourd'hui et c'est maintenant qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, si vous voulez, ce qui nous inquiète, c'est le fait que le président de la République ne réponde pas à l'urgence aujourd'hui et par exemple ignore totalement la décision du tribunal et annonce un mirage technologique. Peut-être qu'un jour, en 2035, on aura des technologies pour nous sauver. Aucune technologie ne va nous sauver. Il faut transformer nos modèles de production et de consommation. Des technologies vont nous aider, mais ça ne passera pas sans une remise en question du modèle actuel. Ouais. L'Allemagne, c'est un modèle pour vous ? L'Allemagne n'est pas un modèle, le seul modèle, et n'est pas un modèle parfait, ça c'est sûr. Il y a des choses bien en Allemagne et des choses moins bien. Moi, en Allemagne, je n'aime pas trop le charbon, je n'aime pas trop les grands projets de méthanisation agricole où on produit du biogaz de manière très très industrielle. Mais chaque pays a ses atouts. Et en France, on a eu le nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est une énergie chère et qu'on ne maîtrise plus. Donc, on a un gisement d'énergie renouvelable qui est phénoménal, unique en Europe. Profitons-en. On a aussi un parc immobilier qui peut être isolé, rénové pour baisser nos consommations d'énergie. Profitons-en. On a des petites lignes de train et des lignes TGV. Profitons-en. Sur l'agriculture biologique, donc, je rappelle, pour respecter les engagements climatiques, il faudrait multiplier par 4 la surface cultivée en agriculture biologique. Je voudrais qu'on fasse un focus sur ce qui se passe avec le lait bio. On est confronté là en ce moment à une surproduction de lait biologique en France. Alors il y a eu des subventions, ça a permis à des agriculteurs de prendre ce virage. Et puis on s'est rendu compte que finalement les consommateurs se sont un peu tournés vers le local, en se disant je fais quand même un geste éco-responsable puisque je choisis des producteurs locaux, parce que c'était un peu moins cher que le bio. Donc il y a plein d'enjeux dans cette question. Est-ce que c'est une toute petite crise de croissance ou est-ce que ça remet en cause le modèle pour vous ? Alors, je ne connais pas précisément cette situation sur le lait bio. En revanche, l'agriculture biologique n'est pas en crise de croissance. Au contraire, elle a une croissance très solide et l'offre est insuffisante en France et doit augmenter pour répondre à la demande. Ensuite, entre une agriculture biologique ou un produit acheté localement, c'est aux consommateurs de faire le choix. L'essentiel, c'est qu'on se dirige vers des productions qui ne sont pas le tout industriel et qui maintiennent un système agricole finalement qui est très très polluant, mais qui aussi n'est pas rémunérateur pour les agriculteurs. Donc vous avez ces possibilités d'achat de laits locaux qui rémunèrent mieux les agriculteurs. C'est très bien, ça leur permet à eux d'envisager des transformations agroécologiques quand ils ont des revenus plus élevés. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On suivra évidemment avec beaucoup d'intérêt et de passion cette campagne présidentielle et l'avenir de l'affaire du siècle face au futur président, ou même si c'est lui qui était réélu, on verra bien. On passe à notre reportage dans Smart Ideas, reportage inclusif.